Fake News de Libération, les décodeurs du Monde, l'AFP Factuel. Ils sont des dizaines et des dizaines à défendre le politiquement correct au sein d'entités gavées d'argent public, de votre argent. Et nous, sur Immédiat, nous sommes une toute petite équipe pour démonter les mensonges du système. Nous avons besoin de vous. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Immédiat, l'émission TV Liberté qui décrypte la propagande médiatique chaque semaine. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Jules. Au sommaire, aujourd'hui, nous reviendrons brièvement sur l'échange explosif entre le professeur Raoult et le présentateur de France 3 Région PACA. Nous analyserons ensuite les répercussions de la décision du CSA qui entend décompter le temps de parole d'Éric Zemmour. Nous passerons enfin à notre revue de presse hebdomadaire avant de nous pencher sur le reportage complément d'enquête dédié aux fake news. Immédiat numéro 362, c'est parti. Il y a une semaine, le professeur Raoult était invité sur la chaîne régionale France 3 PACA. L'entretien a duré 5 minutes puisque le professeur a décidé d'interrompre l'entrevue aux suites des questions intempestives et des remarques déplacées du présentateur, et c'est notre image de la semaine. Emmanuel Macron s'est demandé si vous n'aviez pas, peut-être, pu créer des phénomènes de rejet de la vaccination contre le Covid-19. Donc apparemment, c'est un ressenti partagé même par vous ceux êtes qui vous tordu, apprécient. monsieur, vous êtes tordu. Le président a commencé par dire qu'il avait de l'estime pour mon travail En tant scientifique, que grand qu'il avait de l'estime scientifique, pour mon travail. En tant que grand scientifique, Comme d'habitude, les journalistes, vous tirez le petit bout qui vous intéresse pour essayer de jeter de l'huile sur le feu. Encore une fois, il suffit de dire et d'écouter ce que je dis pour savoir ce que j'ai à dire. Et donc, je ne joue pas à ce jeu. Vos cancanages, là, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse jamais. je vous pose C'est une du question sur le plan cancanage. sanitaire, professeur Ça Raoult. incite les gens à cancaner avec vous, ça ne m'intéresse pas. Face aux nombreux variants, ce que vous conseillez aux Français de se vacciner, tout simplement, en tant que médecin. Non mais attendez, c'est pas à moi de décider de la politique vaccinale. Non, en tant que Moi, médecin, j'ai votre toujours conseil. dit que je votre considère. conseil Vous me à laissez vous, parler et répondre, Bien oui sûr, ou non? je vous laisse parler, professeur Raoult. Ah, mais ça suffit. Ben alors, vous m'avez posé une question, laissez-moi répondre. Allez-y, Maintenant, allez-y, il vous arrêtez reste encore une minute. de m'ennuyer, mais c'est infernal. Non, mais c'est infernal, on s'arrête. Allez, c'est infernal, ça suffit. Alors c'est tout à fait intéressant parce qu'on voit un journaliste comme beaucoup agressif avec les personnalités qui considèrent pas complètement politiquement ou sanitairement correct. Et très souvent, malheureusement, les interlocuteurs se plient à ce dictat, à cette dictature À ce jeu médiatique. journalistique. Et là, Raoult, il le bâche, il le critique et il finit par partir. Et ça, c'est quand même une leçon aussi, parce qu'au fond, il se dit qu'il peut faire connaître son message autrement qu'en passant par ce type d'intermédiaire, puisqu'il a ses vidéos directes. Et il y a au fond une émancipation d'un certain nombre de personnalités, on le reverra aussi avec Zemmour tout à l'heure, au fond de la dictature médiatique. Donc vous voulez dire qu'ils arrivent à se passer des médias finalement Ils arrivent à se passer des médias. J'ajoute d'ailleurs que la question, au fond, ce que demande le journaliste, c'est de lui répondre en noir ou blanc, vous êtes pour ou contre le vaccin. Puis c'est une question un petit peu piège finalement. C'est une question piège puisque la réponse n'est pas forcément la même suivant les situations personnelles, suivant que vous êtes âgé ou que vous êtes un enfant, suivant que vous êtes en contact avec des populations que vous soignez ou pas, à une question qui mérite une réponse nuancée, eh bien, le journaliste exige en quelque sorte une réponse en noir et blanc. Ce n'est évidemment pas satisfaisant. Et puis en 1 minute, quoi. Et donc, il n'y a plus de possibilité de nuance. Voilà. Ça. D'accord, ok. On a vu par exemple dans son interview avec Bruce Toussaint, qui était dans les jours passés, là, qu'on lui posait vraiment des questions pièges, une sorte de volonté de créer le buzz avec le professeur Raoult, parce que c'est
une personnalité qui est très médiatique, qui est très respectée, qui est en même temps très controversée. On lui posait des questions, par exemple, vous pensez pas que vous avez un rôle à jouer dans le fait qu'il n'y ait que 30% de vaccinés dans les quartiers nord de Marseille, etc. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez là-dessus ? Alors, d'abord, sur le mot controversé, c'est un mot de novlangue. Donc il est controversé parce qu'il n'utilise pas, il n'est pas toujours sanitairement correct. Alors l'argument de la faible vaccination dans les quartiers nord de Marseille qui serait dû à Raoult, c'est totalement bidon. D'abord parce que il y a aussi la même faible vaccination dans le 93, en Seine-Saint-Denis, où il n'y a pas l'influence de Raoult comme on peut l'imaginer à Marseille, encore que. Je dois vous dire d'ailleurs que ces chiffres sont probablement... le chiffre de 30% est probablement surestimé, tout simplement parce que la population, aussi bien dans les quartiers nord de Marseille qu'en Seine-Saint-Denis, est sous-estimée puisqu'on ne tient pas compte dans les statistiques des clandestins. Oui, effectivement. Donc c'est probablement 20 ou 25%. Alors pourquoi ? C'est pas Raoult. La première explication, c'est que c'est globalement une population plus jeune, donc moins vaccinée. Et puis, c'est une population qui vit un peu, pour beaucoup d'entre eux en tout cas, en dehors du système global. Et c'est aussi des endroits, c'est vrai de la Seine-Saint-Denis, c'est encore plus vrai de Marseille, où le poste sanitaire n'existe pas ou peu. Et donc, il y a beaucoup de raisons. C'est pas parce qu'ils regardent Raoult tous les jours sur une chaîne YouTube ou sur les télévisions que ça les influence en quoi que ce soit. Oui, je suis même pas sûr qu'ils regardent Raoult à la télévision. Ils regardent sûrement Al Jazeera plus, plutôt. Oui, voilà. Enfin, en tout cas, pas tous, quoi. Voilà. Donc, bon, c'est la volonté de ne pas revoir les choses telles qu'elles sont. On est là dans le déni de réel, aussi bien avec Monsieur Toussaint qu'avec ce journaliste complètement. un peu bas de gamme de France 3, de France 3, PACA. Voilà. Bon, merci Jean-Yves. On passe à notre premier sujet de la semaine. Nous en avions parlé rapidement la semaine dernière. Le CSA a pris la décision de décompter le temps de parole d'Éric Zemmour. Ils expliquent cette décision en prétendant qu'il est désormais, je cite, un acteur du débat politique national et un candidat présumé. Oui, alors, ça c'est un changement de jurisprudence du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui, normalement, considérait que les acteurs, les éditorialistes étaient hors du champ. Voilà. Et donc là, on intègre Zemmour dans le champ parce qu'il est, si j'ai bien compris, potentiellement candidat. C'est vrai qu'il est potentiellement candidat, ça c'est vrai. Mais il y a des indices objectifs quand même qui suggère qu'Éric Zemmour va être candidat à la présidentielle. Il a ouvert des comptes de campagne. Absolument. On colle des affiches Zemmour président, Zemmour va être candidat, très vraisemblablement. Mais d'autres vont être candidats. Et notamment il y a M. Macron qui va être candidat. Mais je ne sache pas qu'on décompte les interventions de M. Macron dans le cadre de ce compte de campagne. Donc on est vraiment là dans le deux poids, deux mesures. On a fait, au fond, une lex Zemmouria, quoi, qui est adaptée à un candidat. Parce que c'est vrai qu'il gêne Macron, bien sûr. C'est un traitement tout à fait spécial. Si gênait pas Macron, le CSA n'aurait pas fait cela. Donc c'est Roch-Olivier Mestre, le président du CSA, qui a été nommé directement par Emmanuel Macron. C'est comme ça qu'on nomme finalement les personnages importants du CSA. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu là-dessus et nous expliquer comment ça marche ? Alors, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, que personnellement je préfère appeler le Conseil de censure de l'audiovisuel, c'est plus exact quand on voit l'ensemble de leurs actions, c'est ce qu'on appelle un organisme indépendant. Alors un organisme indépendant, je l'ai déjà dit sur ce plateau, mais je le répète, c'est un organisme, ceux qu'on nomme à la tête sont des gens précisément qui ont été très dépendants, et qui seront très dépendants parce que le mandat il dure 6 ans. Après, ces gens-là ont une carrière à continuer. Ensuite, par qui sont-ils nommés ? Alors ça, c'est intéressant. Ils sont 7. Il y a M. Roch-Olivier Mestre qui a été nommé par M. Macron. Donc il doit sa nomination à M. Macron. D'accord. Ensuite, il y a 6 autres personnes, dont 3 ont été nommées par le président de l'Assemblée nationale. En l'occurrence, M. Bartolone, qui était socialiste, et M. Ferrand,
qui est La République En Marche. D'accord. Donc c'est plutôt les adversaires de M. Zemmour. Et 3 qui ont été nommés par le président du Sénat, M. Larcher, qui a expliqué qu'il était hors de question que M. Zemmour puisse concourir aux primaires de LR, puisqu'il ne partageait pas les valeurs de LR. Donc, les 7 personnes qui ont pris la décision contre Zemmour sont 7 adversaires de Zemmour. Voilà. Oui, Pas et quasiment du même camp idéologique à peu de choses près. Du même camp idéologique, avec des variétés quand même, mais en gros, le même camp idéologique, le grand centre, on va dire. Le grand centre politiquement correct, voilà. Mais justement, alors, ce que Christine les Suisses Kelly appellent le GPU, le grand parti unique. GPU. GPU. À ne pas confondre avec le GPU, bien entendu, là, attention. Alors, on a eu des révélations de Christine Kelly, notamment quand elle était elle-même au CSA. Elle raconte que la gauche faisait pression pour que Éric Brunet sur RMC soit décompté, lui aussi, comme un personnage politique. Et on se rappelle que l'initiative de vouloir décompter le temps de parole d'Éric Zemmour a été suggérée par un député Les Verts. Oui, absolument. Donc c'est vraiment, c'est-à-dire, une en vendetta. Fait, ils n'admettent que sur le France Inter, par exemple, ou Radio ou France Info, il n'y ait que des éditorialistes de gauche ou macronistes. Ça, c'est bien, c'est normal. Mais dès que quelqu'un pense autrement, alors là, c'est une atteinte à la diversité. C'est assez incroyable. C'est vous-même qui avez tweeté « Nous sommes tous européens », Dixit Roch Olivier Mestre le 2 juillet. Il a une sacrée conception de la neutralité, le président du CSA. Oui, alors, effectivement, le 2 juillet, vous savez qu'il y a eu un des changements sur Europe 1. Oui, le bouleversement dont on a parlé précédemment. Il y a eu une petite manifestation, il y a des journalistes qui sont partis. Et donc, c'est une affaire privée, sur une chaîne privée. Monsieur Roch Olivier Mestre a pourtant, alors qu'il devrait être tenu à un minimum de réserve, on va dire, voire de neutralité, au moins publiquement, et il a fait ce petit communiqué « Nous sommes tous européens ». Voilà, donc il a pris parti clairement pour un certain nombre de journalistes d'Europe 1 politiquement corrects, comme M. Cohen par exemple, contre le patron d'Europe 1, le patron d'Europe 1, si je comprends bien, en fait, M. Bolloré. Si je comprends bien, c'est une succession de décisions, mais complètement arbitraires de la part du CSA sur le traitement finalement de la presse. Ah mais il y en a en permanence. En l'occurrence, c'est pas une décision. C'est un tweet, à mon avis, maladroit, parce qu'il montre qu'il n'est pas aussi neutre qu'il le prétend. Voilà. On va passer tout de suite une vidéo très intéressante de Maître Weigel qui s'exprime justement sur l'incohérence et l'illégalité de cette décision du CSA. Lorsqu'on est en période électorale, on ouvre des décomptes par candidat. Et ça aurait été très possible pour le CSA d'ouvrir un décompte Éric Zemmour s'il avait pris sa décision temps de parole candidat. Or, pour l'instant, il n'a pas pris cette décision. Donc, il existait une solution juridique sûre et certaine, c'était que le CSA adopte une décision candidat. Il décomptait Zemmour comme candidat présumé, mais là, il y avait un obstacle, une difficulté qui a dû être un peu trop importante pour le CSA, parce qu'il aurait fallu décompter tous les candidats présumés de la même façon, donc Emmanuel Macron. Vidéo là, très, très technique, très juridique et très convaincante. Ce que je retiens de plus convaincant, c'est qu'ils auraient pu s'appuyer sur la jurisprudence de 2006 où ils avaient classé Sarkozy comme potentiellement candidat, ce qui était exact, mais à ce moment-là, il aurait fallu classer aussi Macron comme potentiellement candidat, et ça gênait Macron. Alors que le fait que Zemmour soit considéré comme candidat sans que Macron le soit, augmente paradoxalement, mécaniquement le temps d'expression de Macron. C'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Bah c'est pas étonnant. Roch Olivier Mestre, il a été nommé par Macron. Nommé par Macron et doit spéculer sur la réélection de Macron. Donc il a besoin de continuer sa carrière après 2022 et il joue Macron. Voilà. C'est purement cela. Voilà. À Paris, du coup, Génération Z, le mouvement de jeunesse ami d'Éric Zemmour, s'est déplacé pour soutenir l'essayiste. On regarde ça tout de suite. Stanislas Rigaud, on est devant le CSA. Quelle est la raison de votre présence ici, tout simplement ? Tout simplement pour soutenir Éric Zemmour qui a été censuré par le CSA et qui n'a plus d'émission sur CNews. Voilà, notre but c'était de lui apporter notre soutien, de montrer au CSA qu'Éric Zemmour n'était pas seul face à cette décision.
Alors, c'est frais, c'est spontané, et Stanislas Rigaud dit bien les choses. Je crois que c'est bien de manifester. Et donc, c'était sympathique. Alors, c'est un peu bricolé, hein, c'est décidé au dernier moment, mais c'est bien. Voilà. C'est la vie. Ça donne une image de vie. Dans ce monde un peu plan-plan, pasteurisé. Voilà, c'est bien. En réponse à tout cela, Éric Zemmour a donc décidé d'assurer sa propre communication en lançant notamment un site dédié à son nouveau livre, une tournée de rencontres avec ses lecteurs, et il a également lancé une chaîne YouTube qui rencontre déjà son public, Jean-Yves. Oui, alors il y a déjà de l'ordre de 150 000 abonnés en quelques jours. En moins d'une semaine. Ce qui est assez puissant quand on pense par exemple que Marine Le Pen, elle a créé sa chaîne il y a 4 ans, elle est à 40 000 abonnés. Mais il l'a dépassé en 1 heure. Oui, il a dépassé en 1 heure, mais il y a l'attrait, pas seulement de la nouveauté, il y a l'attrait du verbe qui dit quelque chose. Voilà. Hein. Si vous pasteurisez, vous n'intéressez pas. Et donc, honnêtement, Zemmour avait préparé donc sa chaîne. Donc c'est ce que fait Marine Le Pen, elle pasteurise un peu, oui. Je pense qu'elle doit commencer à se poser la question de savoir si c'est vraiment une bonne démarche de pasteuriser. Mais Zemmour, il pasteurise pas, et donc il intéresse, il clive, il intéresse. Et puis, sa chaîne, évidemment, il l'avait prévu. Tout était monté, maquetté avant la décision du CSA. Malgré tout, il n'est pas tombé de la dernière pluie. Oui, là, je pense qu'on est vraiment dans une dynamique de campagne, ou du moins une dynamique de pré-campagne. On a un sondage de Harris Interactive qui annonce Zemmour à 10%, c'est la première fois. Oui, c'est bien, c'est rapide. Ce qui compte dans les sondages, c'est les tendances. Oui, donc alors, là, c'est une tendance à la progression. Il monte rapidement. Après, il y aura peut-être un palier, hein, mais pour le moment, il monte rapidement. Et en fait, ce qui explique aussi la montée des sondages, c'est qu'on parle beaucoup de lui. Et donc, si on ne parle pas de quelqu'un, il n'existe pas dans l'esprit de l'opinion. Si on parle de quelqu'un, ou si quelqu'un c'est vrai que ça fait 2 semaines qu'on ne parle que d'Éric Zemmour. la lumière, il monte dans les sondages. Ouais, là, ça fait 2 semaines qu'on ne parle que d'Éric Zemmour. On peut dire que si c'est une pré-campagne, c'est une bonne pré-campagne. On l'a vu passer également dans une émission avec Ruquier et Salamé qui s'appelle On est en direct, c'est une émission sur le créneau 1h du matin. C'était bourré de questions pièges, c'était de l'hostilité mais évidente, et finalement, la chaîne YouTube dédiée à On est en direct a supprimé l'émission. Alors ça, c'est intéressant parce que, d'abord, il y a quelque chose qu'on avait observé il y a très longtemps avec Jean-Marie Le Pen, c'est quand les journalistes posent des questions pièges ou qui veulent piège, ça crée du suspense et ça crée de l'intérêt. Et donc, cette émission a suscité beaucoup d'intérêt, beaucoup de commentaires, plutôt négatifs pour Léa Salamé et Ruquier. Et alors là, je trouve ça formidable, ils ont censuré eux-mêmes leur propre émission. C'est comme C'est à vous la semaine dernière. Comme C'est à vous la semaine dernière, c'est-à-dire que le service public, que nous payons, que vous payez avec vos impôts, que je paye avec mes impôts, quand ça leur plaît pas, ils censurent eux-mêmes. Alors ça, c'est vraiment une extension du domaine de la censure. Parce que on ne censure plus seulement les adversaires, on se censure soi-même quand on considère qu'on n'a pas été assez bon. Qu'on n'aime plus le résultat. Qu'on n'aime pas le résultat. C'est extraordinaire. Cette décision du CSA a poussé CNews à se séparer de Zemmour pour ce qu'on présume être des complications de la programmation et des programmes de l'émission, tout simplement. Il a donc été remplacé par 4 éditorialistes qui ont été décrits comme ultra-conservateurs, etc. Enfin, je vous laisse commenter ça, Jean-Yves. Oui, alors, sur les 4, il y en a 2 que nous avions annoncés comme probables. On ne savait pas qu'il y en aurait 4, mais il y en avait 2 qui nous paraissaient s'imposer. Hein. On l'avait annoncé, je crois, dès le mois de juin. On avait parlé dès le mois de juin de cette hypothèse de remplacement de Zemmour. Il y avait le Québécois Mathieu Bock-Côté, qui est un homme d'une grande culture historique et sociologique, un écrivain, un essayiste très brillant, Charlotte Dornelas, qui est aussi extrêmement brillante et extrêmement pugnace. Et puis elle arrive à rebondir sur tous les sujets. Qui a d'ailleurs commencé sur les plateaux de Radio Courtoisie et de TV Liberté, et puis qui maintenant est sur CNews et va être sans doute l'une des personnes les plus à même de succéder à Zemmour avec Bock-Côté. Et puis, il y a aussi Pavlenko et Eugénie Bastier. Dimitri Pavlenko. Voilà, Dimitri Pavlenko et Eugénie Bastier. Tout ça est pas mal quand même, parce que ça prouve qu'il y a du renouvellement. Et que
quelqu'un part faire autre chose, eh bien, on peut trouver peut-être pas exactement des gens pour le remplacer, mais en tout cas... Oui, je pense qu'ils auront quand même du mal à le remplacer. Enfin, on ne peut pas le remplacer. Il n'y a pas un éditorialiste qui pourra remplacer Éric Zemmour et être aussi polyvalent que lui. Il n'a pas autant de... La condition, d'ailleurs, pour remplacer Zemmour, c'est pas seulement d'avoir l'esprit rapide, c'est d'avoir une immense culture historique. Eh oui. Hein, c'est le bagage culturel aussi. Et donc... ce que Bock-Côté a, et Charlotte Dornalas aussi, peut-être un peu moins, parce que la culture, ça s'accumule. Et donc, on a plus de connaissances, plus on est âgé, c'est un domaine où on s'améliore en vieillissant, plus on est âgé, plus on a de connaissances historiques, politiques et tout, et plus on est jeune, plus on est en phase d'acquisition, quoi. Une polémique a éclaté au Royaume-Uni suite à la parution d'un article du Daily Mail. Le papier implique directement 26 des 27 auteurs de la lettre de Lancet de mars 2020 dans une affaire de conflit d'intérêts. Oui, alors le Lancet, qui est la grande revue scientifique médicale, avait publié dès mars 2020 le 7 une mars. étude de 26 chercheurs expliquant... 27 chercheurs, expliquant qu'il n'y a pas de problème, le virus n'a pas pu sortir du labo de Wuhan. Bon. Ils ont écarté l'hypothèse. Alors, ça a été repris par les médecins de plateau. Notamment, vous avez Madame Karine Lacombe, l'incarnation, l'icône du médecin de plateau, qui a dit « Mais non, c'est pas possible que ça sorte du laboratoire, etc. » à partir de ces arguments. Manque de chance, on vient de découvrir que 26 des 27 chercheurs avaient des liens d'intérêt avec le labo de Wuhan, ce qui pose quand même un sacré problème. Et qui l'a découvert? Qui a rendu public cela? Le Daily Mail. Le Daily Mail, on a déjà eu l'occasion de dire que la presse britannique, et parfois la presse allemande, je pense au Bild par exemple, était plus libre et plus émancipée que la presse française. Pour une raison très simple, c'est que le Daily Mail ne vit pas de subventions. Le Daily Mail vit de ses lecteurs. 1 130 000 lecteurs. Vous comparez avec Libération, 50 000 lecteurs, et même avec Le Figaro, 300 000 lecteurs. Dans un cas, vous avez des gens qui vivent d'aide publique, en France. Dans l'autre, vous avez des gens qui vivent de leurs lecteurs, ce qui leur assure évidemment une plus grande indépendance. Bravo au Daily Mail d'avoir levé ce lièvre. Bravo au Daily Mail. Et du coup, finalement, ça remet en question tout ce qu'on pensait savoir de la naissance du virus et de l'implication potentielle chinoise dans l'élaboration du virus. Oui, et à l'époque, si vous voulez, ceux qui disaient, nous avons dit, y compris dans cette émission avec votre prédécesseur Nicolas Faure, il y a deux hypothèses. Il y a l'hypothèse de la sortie accidentelle ou non du laboratoire et l'hypothèse de la sortie naturelle. Oui. Il y avait les deux hypothèses. Et on disait, attention, ceux qui disent ça sort du laboratoire, ce sont des complotistes. Directement. Et d'ailleurs, il y avait cette étude du Lancet qui disait, mais non, vous voyez, oui, sauf que... Voilà. Bravo au Daily Mail. Tout de suite, une autre nouvelle purement médiatique. Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky a racheté 5% des parts de la chaîne TF1. L'homme d'affaires a déclaré vouloir œuvrer dans le sens de la régulation des GAFAM déjà en 2018. C'est un personnage intéressant, Jean-Yves, et un peu inclassable. Alors honnêtement, moi j'ai beaucoup de mal à le classer. Mais il prend des parts, il prend des positions dans la presse française. 5% de TF1, c'est pas rien. TF1, c'est quand même le média le plus vu. C'est la plus grosse chaîne. C'est la plus grosse chaîne, et en plus, il a des satellites. Bon, donc ça, c'est quand même très important. Et il a près de la moitié des parts du groupe Le Nouveau Monde, qui est lui-même un des actionnaires du Monde. Donc il est dans Le Monde et dans TF1. Il est dans Casino aussi, la chaîne de distribution. Il touche à tout. Il a des clubs de football, etc. Il touche à tout. Alors, avec quelles arrière-pensées? Il affiche comme objectif une certaine indépendance vis-à-vis des GAFA. Bon, c'est tout à fait étonnant quand on sait que Le Monde collabore très directement avec les GAFA, que ce soit Google, Facebook ou Twitter. Voilà. Je le cite, si on peut devenir un membre de la famille média en France, on sera plus puissant pour pousser ses idées. Donc, quelles idées? Bon, affaire à suivre, on verra bien. Ça prouve quand même, très intéressant comme déclaration, vous avez bien fait de la relever, car ça prouve que le patron, il influence ses idées.
Oui. Ce qu'il dit, je le prends pour pousser mes idées. Et aujourd'hui, et il nous présente des idées sympathiques contre les GAFA, mais il pousse ses idées. Voilà. Donc quand les journalistes nous disent on est indépendant du capital... Oui, forcément, ils poussent les idées de leurs propriétaires. Donc intéressant. Val-de-Reuil, maintenant, la petite commune normande en périphérie de Rouen, s'est fait remarquer par une série d'actes violents durant les 2 dernières semaines. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé, Jean-Yves, brièvement ? Il y a eu une bagarre entre Kurdes et Africains. Une centaine de personnes, je crois, mais c'était il y a une semaine ou 2. Et voilà. Et le maire a expliqué que c'était une querelle de bac à sable. Enfin, c'est quand même étonnant qu'une querelle de bac à sable, c'est possible d'ailleurs, dégénère en affrontement communautaire entre des Kurdes et des Africains. Je pense que ce qui serait sage, c'est de renvoyer les Kurdes au Kurdistan et les Africains en Afrique, comme ça ils pourraient plus se battre. Bon, les Kurdes pourraient quand même répondre qu'il n'existe pas encore de Kurdistan et qu'il faudrait en créer un pour ça. Mais... Oui, je vous l'accorde, Bon, on garde peut-être les Kurdes du coup ? Bon. On garde peut-être les Kurdes et pas les Africains finalement ? Je ne sais pas, les Kurdes, on pourrait les renvoyer en Irak, à défaut de les renvoyer en Turquie, je ne sais pas. Hein. Voilà, bon. À voir. Affrontement, mairie investie, élu pris pour cible, titre BFM TV. Il me semble que la LDNA s'est engouffrée dans la mairie et a enfariné le maire en question. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus ? Alors, je crois qu'il y a 2 sujets. Il y a le fait que les élus sont, semble-t-il, de plus en plus pris à partie. Donc c'est quand même un vrai problème aussi on va dire, de délitement de l'État, puisque le maire, il est quand même représentant de l'État dans la commune. Donc c'est un élément de délitement supplémentaire. Ce qui est intéressant de noter d'ailleurs, c'est le côté hyper politiquement correct des déclarations du maire de Val-de-Reuil, monsieur Marc-Antoine Jamet. Alors, c'est très intéressant de voir, c'est un homme qui a commencé sa carrière avec Fabius, avec Badinter, qui est secrétaire général du groupe de luxe LVMH. Donc, on ne peut pas faire plus politiquement correct, alors que lui-même a des attaches familiales qui le sont beaucoup moins, puisqu'il est le cousin d'une députée européenne Rassemblement National, qu'il est le neveu d'un des fondateurs du Front National, cette fois, le fils de Dominique Jamet, qui était un éditorialiste réputé plutôt à droite dans les années 80-90, au quotidien de Paris, à l'époque où Zemmour y commençait d'ailleurs, et le petit-fils d'un homme qui a été assez engagé dans la collaboration. Non, mais lui a complètement basculé, il a quitté le côté obscur de la force pour aller du côté du monde des gentils et même des bisounours. Bravo à lui. C'est le vilain petit canard. Ah bah c'est le gentil petit canard, non. Le gentil petit canard. Ah bah ça dépend de quel point de vue. Ça dépend du point de vue. Voilà. Pierre Sautarel, donc le propriétaire d'Ève de Souche, note « Le maire de Val-de-Reuil tente de sauver la face en parlant d'une dispute de bac à sable. C'est justement ça le danger d'une société plurielle. Une simple querelle de bac à sable peut se transformer en guerre communautaire. » En fait, il a tout résumé. C'est ça. Les tweets de Sautarel sont généralement très, très pertinents. Allez suivre Sautarel. Chaque semaine... ils le font déjà, j'imagine. J'espère en tout cas. Chaque semaine, France Info donne la parole aux jeunes de 18 à 25 ans, nous annonce le site. Le témoignage publié le 10 septembre est pour le moins original. Alors, il fallait vraiment la chercher, et France Info l'a trouvée. Sarah, 24 ans, fut convaincue par la gestion de la crise sanitaire d'Emmanuel Macron et annonce vouloir voter pour lui si jamais il se représente. Ah, c'est beau ça. C'est beau. C'est original. C'est original. Le titre est assez marrant parce que Sarah, 24 ans, j'ai voté Marine Le Pen au premier tour en 2017, mais si Emmanuel Macron se représente, je voterai pour lui. C'est exactement le type de déclaration qu'on fait dans les documents électoraux. On prend un personnage et on lui fait dire quelque chose qui permet de faire passer son message. Oui, sauf que là, il y a sa photo, etc. Avec la photo, c'est pas un document électoral, c'est sur France Info. C'est-à-dire... C'est un article qui paraît innocent, quoi. Voilà. Et puis, ça, c'est le système qu'on connaît bien du micro-trottoir, où vous interrogez 50 personnes et vous retenez celle qui dit ce que vous voulez dire aux autres. Voilà, c'est classique. Mais là, c'est vraiment la mobilisation du service public, là, contre Marine Le Pen et pour Macron. C'est vraiment... Ça relève de la propagande. Sarah prend son droit de vote à cœur parce que des femmes se sont battues pour...
Je ne vote pas par conviction politique, dit-elle. Je me suis dit que c'était peine perdue et qu'une voix de plus ou de moins, ça n'allait rien changer, en parlant justement du vote Marine Le Pen qu'elle a effectué au premier tour, mais pas au second. Si Emmanuel Macron se représente, je voterai pour Emmanuel Macron. Il a souvent été dans notre salon pendant la pandémie, il est devenu familier, et puis je trouve qu'il n'a pas trop mal géré la crise du Covid. Alors ça, c'est intéressant quand même, la déclaration, il est le salon à l'occasion de la pandémie, parce qu'effectivement, la stratégie de Macron, la stratégie politique, c'est de saturer l'espace médiatique. Et donc, plus on le voit, plus on peut penser à voter pour lui, sauf s'il déclenche beaucoup d'hostilité. Donc c'est vraiment la visibilité, c'est un atout clé d'une campagne électorale. Je l'ai dit d'ailleurs pour Zemmour, hein. Sauf que Zemmour, il est quand même encore sur des médias périphériques. Alors vous pensez que justement le fait que la crise sanitaire se soit étendue et qu'on l'ait vu aussi fréquemment à la télé, ça a joué en sa faveur finalement? Je pense que ça n'a peut-être pas été sa seule motivation dans la gestion de la crise sanitaire, hein, mais qu'il a quand même bien évidemment qu'il s'est posé la question de comment en tirer un bénéfice électoral. Je ne dis pas que c'est ce qui a déterminé toute sa politique, mais bien évidemment qu'il s'est posé la question et sa stratégie, on le voit, c'est la saturation de l'espace médiatique. Les médias institutionnels s'illustrent encore une fois par leur grande capacité à changer de cap comme si de rien n'était. Jean-Yves, on passe la vidéo tout de suite. Vous promettez un rebond épidémique des fermetures de classes en série. Écoutez. On n'aura pas une rentrée normale. On a peur que ce soit effectivement une zone de circulation virale importante. On pense qu'il y aura 50 000 contaminations d'enfants par jour à la rentrée scolaire ou après la rentrée scolaire. On doit retenir les leçons de l'an dernier. La rentrée, c'est quand même les conditions les plus favorables pour la propagation du virus. Alors ce reportage est intéressant parce qu'il ressort les déclarations alarmistes des médecins de plateau, annonçant quasiment la catastrophe avec la rentrée. Pensez qu'il y a l'un des intervenants qui parle de 50 000 contaminations chez les enfants. Par jour. Par jour. Or, on est aujourd'hui, au 15 septembre, à 9 000 contaminations pour toute la population. D'accord. C'est donc 10 fois moins que ce qui était annoncé, ou 20 fois moins que ce qui était annoncé. Pour toute la population, alors qu'on annonçait 50 000 pour les enfants. Pour les enfants. Et on ne peut même pas dire que c'est parce qu'on fait moins de tests, qui pourrait être une hypothèse, puisque le taux de positivité des tests ne cesse de diminuer et qu'il est aujourd'hui inférieur à 2%. Donc, on voit que l'alarmisme, et ce n'est pas la première fois qu'on le voit, est mis en défaut par la réalité. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est dans l'émission de Pujadas. Et Pujadas, il vient de la présentation du 20h, donc il était au cœur du système médiatique. Depuis qu'il ne présente plus le 20h de France 2, il en est à la périphérie, et pour se créer sur une LCI, niche... il me semble. Sur LCI, il trouve une niche en développant un discours un peu moins mainstream. Aude Bobard, Jean-Yves, le journal Marianne a déniché un bobard démographique et scientifique considérable. Oui, alors il y a une étude faite par des soi-disant chercheurs de l'INED qui expliquait que le premier prénom donné aux descendants de Maghrébins, c'était pas du tout Mohamed, c'était Nicolas. Alors, sauf que y a juste 2 biais dans l'affaire, c'est qu'ils ont intégré dans leur étude non pas les Maghrébins musulmans, mais les Maghrébins musulmans et les pieds noirs. Évidemment, oui, les pieds noirs, il n'y en a pas un qui donne le nom de Mohamed, le prénom de Mohamed à ses enfants. Donc là, déjà, un biais statistique d'une assez grande malhonnêteté, pour ne pas dire davantage. La deuxième chose, c'est que les enfants qui ont 3 ou 4 grands-parents musulmans maghrébins, ils ont des prénoms musulmans entre 60 et 75% des cas. Donc voilà une statistique, mais on a l'occasion de voir avec toutes ces affaires qu'il y a non seulement des bobards médiatiques, mais que le bobard médiatique est souvent nourri par le bobard scientifique. Scientifique, oui. Ou prétendument scientifique. On passe tout de suite à notre deuxième sujet de la semaine.
La chasse aux sorcières contre les fake news a commencé et l'enquête fut lancée par une journaliste du service public, Jean-Yves. Oui, elle s'appelle Aude Favre et elle a signalé l'intérêt d'une émission qui s'appelle Complément d'enquête, qui est une émission de délation et de diabolisation des gens sur lesquels elle fait l'enquête. Hein, c'est le type même de l'émission. Et donc, elle a signalé à Google que France Soir n'était pas un média politiquement correct et qu'il fallait donc démonétiser, puisque on peut sur YouTube avoir des recettes de publicité sur un certain nombre de chaînes. Et sur les sites référencés par Google également. Et sur les sites référencés par Google. Et donc, en fait, là, on a assisté à une opération de démonisation faite par le service public, complément d'enquête, suivie d'une opération de démonétisation. Évidemment, donc on vous diabolise et après on vous coupe les crédits pour vous empêcher de vivre. Voilà. Une manière de vous exprimer. Hein. C'est pas nouveau comme méthode, mais là... Non, c'est une technique vieille comme le monde, mais elle commence à être de plus en plus fréquente. Voilà. Et là, avec l'argent du service public. Violation persistante de nos règles, Google démonétise le site France Soir, titre RT, et Aude Favre, qui se félicite. Hein. France Soir faisait partie des sites sur lesquels nous avions interpellé Google. Le site semble avoir été démonétisé peu avant ou dans la foulée de notre enquête. Voilà, elle est contente. Ah bah elle est ravie d'elle-même. La petite délatrice, voilà. Et France Soir n'est que la partie visible de l'iceberg, Jean-Yves, parce que cette affaire s'est étendue jusque Tipeee, le site français de financement participatif, à la suite de l'apparition justement de cette édition de complément d'enquête. Voilà, donc ils ont fait en quelque sorte d'une pierre deux coups. Le responsable l'un des responsables de Tipeee, M. Goldman, avait dit « J'assume tout ce qu'il y a sur ce site, du plus antisémite au moins antisémite, il a fait un peu de provocation, et du plus complotiste au moins complotiste. » À partir du moment où c'est légal. Et c'est vrai que si on se met à dire ceci est comme ceci, ceci est comme cela, sans contrôle de la justice, il n'y a plus de limite à l'arbitraire. Mais ça a beaucoup choqué. Beau plaidoyer pour la liberté d'expression. Beau plaidoyer. C'est un beau plaidoyer pour la liberté d'expression, en effet, mais ça n'a pas plu à certains. Alors, ça a fait une grosse polémique dans les médias, sur Twitter notamment, et certains créateurs YouTube qui finançaient, du coup, leur activité YouTube par un financement participatif sur leur plateforme Tipeee, ont décidé de partir. Et voilà, et donc ça a fait une sorte de phénomène de foule où tout le monde signale sa vertu. Vous savez, je reprends cet anglicisme, le virtue signaling. Oui. Tout le monde montre qu'ils ont de grandes vertus morales et du coup, il y a des créateurs très connus qui ont décidé de quitter Tipeee pour montrer qu'ils ne voulaient pas s'associer à cette plateforme qui finalement cautionnait l'antisémitisme. Oui, il ne cautionne pas d'ailleurs. Je trouve que il ne cautionne rien du tout. Je pense que c'est la bonne réaction à avoir. Il explique qu'il censure si quelqu'un est condamné par la justice. Voilà. Donc il ne cautionne pas. Et puis il ne va pas cautionner, il le dit lui-même d'ailleurs, puisqu'il est lui-même juif. C'est ce qu'il sous-entend. Comme juif, donc il ne va pas cautionner l'antisémitisme. Une attitude très humble. Oui, et très admirable. Mais honnêtement, assez rare parce que. On a eu des exemples d'une autre plateforme qui est la plateforme Litchi, où ils avaient coupé des cagnottes, notamment la cagnotte qui avait été ouverte pour Fiorina Ligné, la jeune fille qui avait été éborgnée alors qu'elle manifestait pacifiquement au début des manifestations par Gilets jaunes. Par un tir de LBD. Et donc là, ils avaient censuré. Et ils avaient fermé la cagnotte de Christophe Détinger, il me semble, le boxeur. Ils ont fait plus que la fermer, ils l'ont bloqué. Ah, donc ils pouvaient plus... Ils l'ont bloqué. Alors que sur Fiorina Ligné, ils l'ont arrêté, mais ils n'ont pas bloqué l'argent. Voilà. Donc Christophe Détinger n'a pas réussi à toucher son argent. Je ne connais pas la suite, parce qu'il y a eu ensuite une suite judiciaire, je ne sais pas. Il me semble que vous avez un coup de chapeau cette semaine, Jean-Yves, à tirer. Oui, un coup de chapeau à une grande dame des médias alternatifs qui vient de nous quitter. Il s'agit de Dominique Paoli, qui a longtemps été responsable du Libre Journal de la Mémoire sur Radio Courtoisie, qui a été présidente de son comité éditorial, puis secrétaire générale, puis présidente de la radio, ce qu'elle était encore jusqu'au jour de sa mort.
Et donc, eh bien, elle est partie et nous pensons à elle. Il y aura une messe d'ailleurs à son attention en l'église Sainte-Eugène-Sainte-Cécile lundi prochain à 11h. Merci Jean-Yves, qu'elle repose en paix. Comme à chaque fois, merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à commenter, partager et aimer cette émission. Et à la semaine prochaine.